Il faut se mobiliser pour se battre pour nos libertés. Et c'est cette option que le président a prise. Il y en a qui pensent qu'on peut s'accommoder avec le mépris que les gouvernants ont des libertés publiques. Le président Laurent Gbagbo, depuis sa tendre jeunesse jusqu'à aujourd'hui, dit la liberté publique, c'est le fondement de la République. Et donc, devant une telle menace, il a été obligé de prendre un sacrifice énorme pour que cette liberté-là, nous comprenions l'intérêt qu'il accorde et l'intérêt que nous devons accorder à nos libertés publiques. En dehors des libertés, l'ILPO a été aussi créé pour protéger, c'est un instrument de promotion du respect des lois. Chers camarades, chers amis qui nous suivez, la loi, dans une république, dans un État, c'est les liens qui permettent d'unir tout le monde, tous les corps de l'État en un bloc homogène. On ne peut pas ne pas respecter la loi. Dessus quoi? La loi fondamentale. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui peut permettre à un citoyen de porter une arme légale pour protéger une autre dans une communauté? Mais c'est la loi. C'est parce que la loi a décidé que les policiers et les gendarmes sont les seuls qui légitiment la violence de l'État. C'est eux qui doivent avoir les armes. C'est la loi. Sinon, s'il n'y a pas de loi, pourquoi quelqu'un va porter une arme, moi je ne vais pas porter une arme? C'est la loi. Donc, celui qui porte une arme est un privilégié de la nation. Ce privilège lui a été accordé par la loi. Plus que quiconque, il doit être regardant sur ça. Parce que c'est un privilégié. Seul un privilégié dans une république, dans un État, dans une communauté, a le droit de porter une arme. Donc, ça suppose que et la police et la gendarmerie, ils doivent exercer les choses dans le respect total de la loi. Puisque c'est ça qui leur donne des privilèges. C'est la même chose. C'est parce que c'est par la force de la loi que des citoyens ont reçu le pouvoir de juger des personnes de leurs actes et parfois, le cas échéant, de les priver de leur liberté en les envoyant en prison, des magistrats. Non, pourquoi? Si ce n'est pas la loi là, si c'est pour se frapper chaque matin, mais tu vas frapper qui peut te envoyer en prison? C'est la loi. Et lui, le magistrat, celui à qui la loi donne le droit et pouvoir de décider qui va en prison, qui ne peut pas aller en prison, de juger, qui a un pouvoir quasi divin, plus que quiconque doit vénérer la loi. Il ne peut pas s'amuser à la loi parce que c'est ultra privilégié. La loi lui donne un statut de Dieu sur terre. Tu ne peux pas lâcher ce statut sur pied pour aller te soumettre à l'autorité d'un prince. En méprisant la loi qui fait de toi un Dieu. Donc la loi, c'est la chose fondamentale. C'est la loi qui fait qu'il y a une seule personne, on dit c'est le président de la République, qui peut décider qui et où doit servir un citoyen, nommer qui il veut, quand il veut. C'est un grand privilège ça. C'est un privilège impérial. C'est la loi. Tu vois pourquoi? Pourquoi quelqu'un peut s'asseoir et dire, bon, Katina, toi, je nomme ici, et puis je t'enlève le matin? On va se frapper. Mais c'est la loi. Et lui, c'est l'ultra privilégié. Donc un président de la République ne peut pas s'amuser en tant qu'ultra privilégié de la nation, par la force de la loi, ne peut pas s'amuser à combattre la loi, à mépriser la loi. Or, c'est la question. Et sur cette question, la limitation des mandats à 2 ans, à 2 mandats est une constante constitutionnelle depuis 2000. Est une constante constitutionnelle depuis 2000. Donc la position du président Laurent Gbagbo sur cette question et de PPAC, ce n'est pas une position d'animosité personnelle avec le président Ouattara. C'est une question de principe. Quand un texte est écrit, il faut le respecter. Je rappelle que dans ce pays, aucune personnalité politique n'a eu autant de respect que le président Houphouët-Boigny.
Mais nous l'avons combattu, le président Laurent Gbagbo et ses camarades, parce que l'article 7 de la Constitution 1960 prévoyait le multipartisme. Et nous sommes battus contre ce monument-là pour obtenir le multipartisme. C'est pour la même raison, c'est pour la même raison que nous nous battons contre le 4e mandat. Ce n'est pas un problème de personne. Parce que l'article 55 de notre Constitution dit simplement qu'il faut être, que les mandats s'arrêtent à 2. Ce n'est pas un problème de personne, ce n'est même pas un problème d'animosité. Moi, personnellement, je n'ai aucune animosité vis-à-vis du président Ouattara. Et je ne crois pas que le président Gbagbo ait une animosité quelconque envers lui. Mais c'est une question de principe. Nous avons combattu au Faux-Boyer parce que l'article 7 de notre Constitution n'était pas respecté. Nous combattons actuellement pour le respect de l'article 55 de notre Constitution. C'est un principe, c'est une constante et ce n'est pas un problème de personne. Parce qu'il faut respecter la loi. Sinon, il n'y a plus de république. Alors, le dernier point sur lequel c'est rapidement, pourquoi l'île Pô, contrairement à ce qu'on dit, alors, le respect de la loi aussi a un sens. Voyez-vous, pourquoi les gens ne veulent pas quitter le pouvoir? Parce que tout simplement, lorsque vous exercez une position dominante et que vous ne respectez pas la loi, vous avez peur de la position post-dominante. Donc, cet appel du président Laurent Gbagbo au respect de la loi, même concerne le RHDP, les cadres, conformez-vous à la loi. Si vous vous conformez à la loi, les jours où on dit vous partez, vous n'avez aucun regret et personne ne peut faire quoi que ce soit. Personne. Donc, c'est un appel républicain. Ce n'est pas un problème de parti politique. Celui qui respecte la loi n'a pas peur de perdre sa position dominante. Et l'île Pô est également un instrument pour lutter contre le 4e mandat. Et on vous explique. Oh, j'ai entendu déjà dire que c'est anachronique, c'est fini, l'élection a déjà lieu, de quoi il parle le président. Je voudrais faire 2 précisions sur cette question. Premièrement, le président a dit qu'il s'opposait au 4e mandat. Il n'a pas dit qu'il s'opposait seulement à l'élection. Il a dit on s'oppose au 4e mandat. Le 4e mandat de Ouattara va commencer le 8, parce qu'il prête serment le 8. Le président Ouattara prête serment le 8, en tout cas, si je m'en tiens aux informations qui circulent. Donc, notre combat là, il ne s'arrête pas. Et comme nous n'avons pour seule arme que notre mobilisation pacifique, parce que nous, vraiment, on peut ne pas nous aimer. C'est normal, non politique. Mais l'usage de l'arme pour la conquête ou la continuation du pouvoir, ça là, nous l'avons prohibé, nous l'avons interdit et c'est définitif dans nos têtes. C'est pourquoi on ne peut pas venir traiter de terrorisme. Ce n'est pas du Gbagbo, c'est pas tous ceux qui sont proches du Gbagbo, qui défendent l'idéologie politique du Gbagbo, ne sont pas dans ça. Nous sommes pour la mobilisation pacifique. Notre combat, tout ce que nous avons obtenu, c'est par la mobilisation pacifique. Mais si vous mobilisez pacifiquement et que des personnes tombent, et que vous les oubliez, forcément, votre combat risque de prendre de plomb dans l'aile, puisque les autres vont se dire, ah, finalement, quand on tombe, on laisse, qui va se mobiliser encore? Donc, en défendant les prisonniers politiques, le président nous regarde en même temps pour le combat contre le 4e mandat, pour ne pas que nous sortons. Premier élément. Donc, l'île Pô apparaît aujourd'hui comme une réorganisation, un réarmement pour que nous nous mobilisions pour le 4e mandat. Chers amis, voici les 4 messages, les 4 axes que nous avons saisis du discours du président Laurent Gbagbo. Nous sommes dans un combat politique. Oui, le président Laurent Gbagbo a dit une fois, si je tombe, enjambez-moi et continuez le combat. C'est plus facile pour un général de le dire. Si je tombe, enjambez-moi ces soldats, enjambez-moi et continuez le combat. C'est plus facile pour un général de le dire que de dire, si vous tombez, je vous enjambe et je continue le combat. Il y a une grande nuance entre les deux. Un général peut se sacrifier pour sa troupe, mais un vrai général ne peut pas sacrifier sa troupe pour lui. Voilà la nuance.
si je tombe, vous m'enjamberez, vous continuez le combat, ça c'est l'appel d'un général au combat. Mais le général ne peut pas dire, si vous tombez, je vous enjambe, je m'en vais. C'est deux notions différentes. C'est sur cette précision que je voulais terminer mes propos, tout en vous disant merci. Croyons en nous, croyons en notre combat, croyons à la Côte d'Ivoire, croyons à nos capacités de nous parler, croyons à notre capacité de nous réunir autour de la Côte d'Ivoire. Et quand je le dis, je garde tout droit le pouvoir pour dire qu'il n'y a rien de plus important que la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a dit ceci, le président Ouattara, le président Bédié et moi, nous devons laisser à la Côte d'Ivoire un pays solide, à la jeunesse, un pays solide. Il est encore vivant. Le président Ouattara est encore vivant. Dieu a rappelé à lui, le président Bédié, ce défi commun qu'ils se sont lancés. Je pense qu'ils ont encore les capacités de relever ce défi-là. Et nous croyons en eux. Je vous remercie. Merci au ministre Justin Katunda Koné pour la clarté de son exposé et les précisions qui vont avec. Monsieur le ministre, je pense que vous méritez encore une ovation. Amis de la presse, nous allons maintenant vous laisser le soin, si vous en trouvez le besoin, de poser des questions afin que le ministre Justin Katunda Koné puisse étayer davantage les propos de son exposé. Le micro est à votre disposition. Vous vous présentez votre média et vous posez votre question. D'accord, ça va. Je suis Godson Zabo, je suis journal de la Nouvelle Alliance. Tout à l'heure, en parlant, vous avez dit que le nombre des avocats est insuffisant. Il y a même des détenus, si j'ai bien entendu, qui n'ont pas été assistés dans certaines juridictions. Est-ce que, quand des gens ont été arrêtés, tout de suite, le PPACI a engagé des démarches pour aller vers des avocats et il n'en a pas eu? Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne la décision de ne pas aller, par exemple, de ne pas aller au législatif. En 1995, il y a eu le boycott actif. Il y a eu des morts, il y a eu des prisonniers. Il y a même d'innocentes personnes, des enfants aussi, qui avaient été tués. Quand le moment d'aller au législatif est arrivé, le FPI d'alors est allé, par exemple, était allé au législatif. Et cette décision avait permis au parti de garder ses passions. Est-ce qu'en refusant cette fois-ci, cette année, de ne pas aller aux élections, vous ne risquez pas de faire de coordination? Bon, c'est le seul, hein, apparemment. Merci beaucoup. Ah oui, ah. Bonjour. Alors, c'est de savoir, est-ce que... Présentez-vous, s'il vous plaît. Présentez-vous. C'est oui. J'ai c'est oui, le président du point. Vous avez créé ce dessus pour défendre les prisonniers. Est-ce que ce qui a donné lieu aux prisonniers, du moins aux militants du PPACI, est-ce que c'est là où se prend?
Tout à l'heure, lorsque vous parlez des soutiens du pouvoir actuel, vous avez dit même s'il faut tuer 1000 personnes, ils pourront le faire bien qu'il faut avancer. Donc le PPACI connaît son adversaire. Il y a eu la décision de l'élection, on s'est opposé au chacun candidat, puis dans le moment où le candidat. Donc, en allant dans cette opposition sans armes, quand les gens sont dans la rue sans armes, les mains nues, on c'est un pouvoir donc pour laisser dire la possibilité. Est-ce que vous êtes surpris que ce qui arrive maintenant arrive? Je suis en train de dire qu'il faut y aller avec les armes. Je suis en train de dire qu'un pouvoir que vous connaissez, donc vous connaissez les possibilités. Sinon, vous faites ce qu'on vient dans 10 secondes. Donc, est-ce que vous êtes surpris? Pour moi, le pays n'est pas encore arrivé. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, si vous êtes en train de faire actuellement, il ne serait pas arrivé si vous avez pesé les choses contre moi. Est-ce que vous êtes surpris? Merci. C'est qui le truc? Oui. Ça, non, ça. Oui. Ferdinand va aller continuer le temps. Trois explications. La première, quelle méthode a été utilisée pour tester les prisonniers et les criminels? Comment cette initiative s'applique-t-elle avec les mécanismes de protection des droits de l'homme? Et la dernière, comment les militaires et sympathisants peuvent-ils? Comment? Les militaires et les sympathisants oui. peuvent-ils contribuer de façon concrète à la réussite de cette initiative? Ok, je vais répondre. Merci. Ok. Oui, vas-y. Voilà, Monsieur le ministre, depuis 2024, plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement, à commencer par l'appel de Beaunois, ensuite le mouvement Projetro, ensuite le Front commun. Aujourd'hui, on est encore à une autre initiative. Est-ce que, à partir des résultats, est-ce que les premières initiatives ont-elles abouti aux résultats escomptés? Et aujourd'hui, on vient encore à une autre initiative. Est-ce que ce n'est pas encore une initiative de trop? Merci. Merci. Oui. C'est bon? Est-ce que les avocats, Sanzago qui demande, est-ce que le PPACI s'est allé directement, dès les premiers moments, est-ce que le PPACI fait des démarches après des avocats? Oui, nous avons déjà des avocats qui travaillent avec nous. Vous savez, nous, tous les jours, on est au tribunal. Hein? Voilà. Ils n'ont pas changé le nom de PPA là pour rien. Tous les jours, on est au tribunal. Donc, on a des avocats qui travaillent. C'est l'ampleur des arrestations aujourd'hui, des besoins, qui fait que nous élargissons, nous avons pas l'élargissement. Donc, dès le début du débat, il avait été avancé, on avait déjà des avocats qui travaillaient sur la question. Parce qu'on vous a dit déjà que les 520, par exemple, les 527, ils ont été assistés, hein. Ils ont été déjà assistés. Donc, des avocats existaient. Mais c'est l'ampleur de la tâche, à la fois au niveau des nombres et surtout la programmation des audiences, le rythme des audiences, le lieu et parmi des militants, des personnes arrêtées, ça demande beaucoup plus de travail. Voilà. Les législatives. Alors, en 1995, oui, il y avait le boycott actif. Après, nous sommes allés aux élections, oui. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'ampleur aujourd'hui des arrestations. Le gouvernement parle de 1680 personnes. Pas de 1680 personnes. Et parmi ces 1600, il y a au moins 1 millier qui sont nos militants. Ce n'est pas le même volume qu'en 1995. Donc, manifestement, il y a ici une menace qui est plus grave sur les libertés publiques qu'on ne peut pas occulter. On ne peut pas occulter. Deuxièmement, les élections législatives, parce que le président Gbagbo quand même a laissé une ouverture. Il a dit
écoutez, si on peut décaler un peu les élections, même si on connaissait les dates, mais on ne pouvait pas s'imaginer que tout ce qui arrive devait s'arriver. Donc, on devait lui laisser le temps d'enterrer, en tout cas au moins le minimum qu'on puisse faire pour enterrer ceux qui sont morts avant d'aller aux élections. Vous comprenez? Mais le timing posait un problème. Mais en 1995, ce n'était pas le même timing. On a eu le temps de gérer, d'enterrer les personnes et d'envisager les élections par la suite. Donc ces deux notions, ces deux choses, les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. C'est difficile pour un parti politique d'avoir 1000 personnes en prison et puis des militants tués. Et les 2 semaines qui suivent, on dit bon, allez déposer vos dossiers. Il y avait quand même un problème d'ordre moral à respecter quand même. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Cette question, elle me rappelle la question qu'on avait posée une fois les Indiens, les hindous, enfin, en Inde, à Gandhi. Cette question, c'est des questions récurrentes. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en lutte pour une cause, et qu'en face de vous, vous avez une violence qui s'oppose, la question est toujours récurrente. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arme pour lutter, utiliser la violence contre la violence, ou bien on utilise une autre arme contre la violence? Nous avons pris l'option, et Gandhi avait répondu de façon simple. Si nous utilisons les armes pour lutter contre le colonisateur, pour lutter pour notre indépendance, nous allons être addictifs aux armes. Nous allons être addictifs aux armes. Et c'est ce qui se passe ici aujourd'hui. Quand la dernière fois le président Gbagbo disait son discours, il dit mais évidemment, si je suis arrivé au pouvoir, on m'a chassé le pouvoir par les bombes, mais évidemment, on est dans une logique qui continue. C'est le discours du président qui continue. C'est l'addiction à la violence. C'est cette addiction à la violence que nous, au PPAC, nous avons le devoir d'y mettre fin. Mais vous ne pouvez pas mettre fin à ça en utilisant la violence. C'est une option qu'on a prise. Ça peut nous coûter ce que ça peut nous coûter. Ça peut nous être même très difficile. Mais c'est la meilleure victoire. Celle qu'on obtient en s'opposant à la violence par une mesure non violente. C'est la meilleure des victoires. Oui, est-ce qu'on est surpris? Non, on n'est pas surpris des événements, mais c'est plutôt de l'ampleur. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut quand même qu'on s'interroge. Pourquoi des opérations de maintien d'ordre, ce sont des banales opérations que toutes les polices font tous les jours, peuvent déboucher sur autant de morts. On ne va pas changer de méthode. Nous avons fait l'option de la lutte pacifique. Nous allons demeurer dans cette option. Ça va nous prendre ce que ça va nous prendre. Mais nous n'allons pas changer parce que ce n'est pas la vision qu'on nous a donnée. De toute façon, aujourd'hui, même si tu dis, est-ce que toi-même tu sais tuer une arme? On n'a pas d'arme blanche, on n'a jamais créé une branche armée, on ne sait jamais chose. Donc, on fait ce que nous savons faire. J'ai dit tout simplement qu'effectivement, ça va nous demander une plus grande mobilisation parce que le monde étant en train de changer, nous nous retrouvons un peu plus ou moins dans l'histoire du parti unique. Le parti unique était là, les libertés avaient été confisquées au nom des intérêts géostratégiques. Aujourd'hui, nous avons un semblant de multipartisme, mais personne ne regarde les conditions dans lesquelles les élections se font. Mais regarde ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. C'est quoi? C'est Guinée-Bissau. Bon, c'est-à-dire, on fait élection. Le gars, il sait que j'ai perdu. Il dit du moment, faites-moi un coup d'État. Oui, venez, faites-moi un coup d'État. Il fait un coup d'État. Les gens viennent pour dire, bon, on va continuer les processus. Déjà, la commission dit d'ailleurs, on n'a même plus les PV, ils ont tout pris. Franchement. Et c'est dans ça que nous sommes. Mais, et vous allez voir, et les gens vont fermer les yeux sur cette forfaiture à cause des intérêts géostratégiques, tout simplement. C'est pourquoi, plus que maintenant, ceux qui veulent faire la politique et qui veulent nous suivre, qui veulent suivre le président Laurent Gbagbo, il faut que nous nous armons de courage et de détermination. Parce que, tu as dit, le pire n'est pas encore arrivé. Parce que nous aussi, nous n'allons pas céder. Il faut que nous nous battons pour nos libertés. Et nous allons nous battre pour nos libertés avec les moyens dont nous disposons, c'est-à-dire la parole et nos déterminations. Mais,
le monde change. Vous avez remarqué, en 2000, j'ai oublié de les interpeller. Human Rights, ici, de 2002 à 2010, chaque semaine, ils avaient un rapport sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous les entendez? Est-ce que vous les entendez aujourd'hui? C'est ça la réalité géostratégique. Nous allons en tenir compte dans notre parti. Nous réorganiser notre lutte, mais en gardant l'âme, le fond de notre lutte, qui est la lutte pacifique. Mais il faut que chacun des militants, on puisse tenir compte de cette réalité. Le changement géostratégique nous impose une plus grande détermination. Une plus grande détermination. Finalement, quelle méthode? Nous sommes partis bien organisés. Hein. Tout à l'heure, vous voyez, quand parlant, j'ai interrogé très souvent Kame, il est d'une région. Donc c'est eux, parce que nous sommes nos militants, nous connaissons nos militants. Ils sont attachés à un comité de base qui lui-même est attaché à une section, qui elle-même est attachée à une fédération, qui elle-même est attachée à une coordination régionale adjointe par département, qui elle-même est attachée à la coordination régionale, qui eux-mêmes relèvent, donnent rendre compte au VPE des régions, vice-présidents chargés des régions, qui ont des secrétaires généraux adjoints chargés des régions. Donc nous avons une organisation hiérarchisée qui permet donc de canaliser les informations, et c'est ça qui a permis qu'on puisse faire ça. Et c'est un travail rapide qui a été fait par écouter Maître Abiba et le groupe, qui ont fait un travail remarquable pour lister ces personnes. Les organisations des droits de l'homme, bon, ça, je vous ai déjà répondu, hein, je dis que, bon, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Écoutez, dans ce monde, rien ne se fait sans intérêt. Nous, là, nous nous battons pour la Côte d'Ivoire. Nous nous battons pour l'Afrique. Et pour cela, nous allons avoir de l'adversité énorme. On a deux choses. Soit on abandonne le combat et puis on s'aligne, et ça fait que le combat s'arrête, ou nous continuons. Nous étions au pouvoir, on nous a enlevé à les armes. Mais ce sont arrêtés là, ils nous ont envoyé à la CPI. Avec tout ce que vous voyez là. J'ai dit un jour à quelqu'un, et cette image, je vais terminer par elle, que eux là, ils ont une cible. Elle s'appelle Laurent Gbagbo. Ils ont ponté une arme sur cette cible. Et il ne faut qu'utiliser les différentes munitions. Tout ce que vous voyez, vous entendez ces temps-ci là, ce sont des différentes munitions. Ce sont des munitions qui sont... On a ciblé munitions de la rébellion, ça n'a pas... On nous a enlevé la munition de la CPI. On a pensé que Laurent Gbagbo était mort, fini totalement. Il n'a pas fini. Munition de son propre parti, le DPC, c'était une munition. Il est revenu. Tout ce que vous voyez là, vous entendez, ce sont des munitions qu'ils essaient sur la même cible qui s'appelle Laurent Gbagbo. Mais c'est pas parce que Laurent Gbagbo est né à maman, hein, que de Koudou, Paul ou de Gado. Mais c'est parce qu'il incarne ce qu'il déteste. Or, ce qu'il déteste, c'est que nous, on aime. C'est malheureusement ça qui est notre problème, et c'est notre charge, c'est notre responsabilité, c'est notre charge, nous devons la porter, non pas pour nous, non pas plus pour le président Laurent Gbagbo, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour la liberté. Je vous remercie. Vous avez quelle question? Laquelle question? Ah! La mobilisation, non, je vous ai dit. Oui. Ma question est d'amener le PPACI à changer de ligne. Ok. Non. Ok. Ma question est de savoir si vous avez un adversaire contre lequel vous battez. Oui. Vous connaissez ses habitudes. Oui. Vous savez qu'il est violent. Oui. En allant contre lui, est-ce que vous êtes surpris qu'il ne change pas de méthode? Si vous êtes persuadé que son habitude c'est d'utiliser la violence, est-ce que vous êtes surpris qu'il utilise la violence? Je crois que j'ai répondu. Je vous ai dit qu'on n'est pas surpris. Je vous ai dit qu'on n'est pas surpris. Est-ce
Non, 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 on n'a pas compris. Tu ne l'as pas encouragé, t'es sûr. Bon, ok, d'accord, on s'est compris. Dans tous les cas de physique, personne ne peut nous encourager à aller aux armes. Donc, c'est pas toi non plus. On s'est compris. Tu l'as dit, il y a plusieurs initiatives. Oui, mais nous sommes dans un combat. Le combat, nous continuons le combat. Le président prend des initiatives par rapport aux circonstances. C'est un général ou bien un coach qui a une équipe, mais tu changes les éléments, le schéma tactique en fonction des événements, des circonstances. Tu comprends? Donc, elle n'est pas l'initiative de trop. Et l'initiative d'appel de Benoît, au début, les gens l'ont minimisé, mais finalement, qu'est-ce qui a mené les combats? Le front commun, c'était quoi finalement? Ce monsieur a un seul problème, et je lui dis ça toujours. Ton problème, c'est que tu vas trop loin, et nous autres qui ne voyons pas là-bas, là, quand tu veux nous parler là, mets-nous un peu sur ton épaule pour qu'on voit au moins où tu es. Sinon, on ne te comprend pas parfois. Et c'est le problème. Il a toujours raison trop tôt. Ton seul problème, c'est ça. Il a toujours raison trop tôt. Quand il a fait l'appel de Benoît, les gens se sont organisés pour l'isoler. Mais lui, il connaît le débat politique, il connaît les milieux politiques. Finalement, comment c'est terminé? Ils sont revenus vers lui. Donc, ce ne sont pas des initiatives perdues. Celle-là, elle n'est pas de trop, elle est liée aux circonstances du moment. Oui. Bon. Ah oui. Alors, quelqu'un m'a demandé comment les militants peuvent aider. Je crois que c'est oui, quelqu'un m'a posé la question, comment les militants peuvent aider. Tout à fait. Nous avons dit tout à l'heure que cette initiative repose sur deux choses. Il y a la mobilisation et le soutien à nos militants, à nos prisonniers. Mais ce soutien-là, c'est les visites aux familles, mais ce n'est pas suffisant. Donc, les visites, ça suppose que, par exemple, à Boisflé, il y a des prisonniers qui sont là-bas. Que la coordination de Boisflé se réunit et décide d'organiser la prise en charge de ces militants. C'est-à-dire, on leur donne à manger et puis on fait face aux besoins qu'ils ont laissés derrière. De façon globale, ce que nous appelons, on a besoin de moyens financiers. Donc, les camarades, les militants, les cadres, les sympathisants et même les de bonne volonté, tous les Ivoiriens, même les Africains qui croient à la lutte et qui pensent que nous sommes dans le vrai, ils peuvent nous accompagner dans cette lutte. Je vous donne un exemple. Hier, le CPP, qui est qui est notre lune, le conseil politique permanent, a fait un don de 800 000. Le CSP a lancé une opération de collecte. Le secrétaire général, certainement le président exécutif, va appeler les secrétaires généraux. Mais ça, c'est au niveau des partis. Mais d'ici, de cette tribune, je parle aux militants qui sont ici. Je parle aux militants qui sont dans la diaspora. Je parle aux Ivoiriens. Je parle aux sympathisants. Et je parle aux simples croyants et qui estiment que quelqu'un qui est victime d'une injustice et qui est en prison mérite un soutien. C'est écrit et dans le Coran et dans la Bible. Ce n'est pas seulement un problème politique militant, c'est aussi un problème de vertu cardinale. Oui. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, selon nos informations, le pôle pénitentiaire d'Abidjan, initialement prévu pour 6 000 détenus, en héberge aujourd'hui plus de 10 000. Les personnes incarcérées récemment, notamment celles du samedi 11 octobre 2025, vivent dans des conditions particulièrement difficiles, voire déshumanisantes. Environ 500 détenus, je dis bien 500 détenus, sont regroupés dans un espace de 350 mètres carrés. L'accès à une cellule coûte entre 25 000 et 30 000. La tuberculose est en pleine propagation. Face à cette situation préoccupante, que pouvez-vous faire en attendant d'éventuelles décisions de libération qui ne relèvent pas directement de vous pour offrir à ces détenus un environnement plus respectueux et plus humain? Merci. Je crois que vous n'avez pas fait attention, j'ai déjà répondu à cette question dans mon état. Quand nous nous battons pour le respect des libertés publiques, parce que même un prisonnier, il a un droit, il a des droits. Un prisonnier a des droits. Tout à l'heure, on nous a parlé d'une dame qui n'aurait pas qui a besoin d'échographie, à qui on aurait refusé. Ça, ce sont les droits de l'homme. Et cette bataille-là, il ne faut pas identifier les points. C'est une bataille globale.
C'est une bataille globale pour le respect des libertés publiques. C'est ce que nous pouvons faire. On ne peut pas aller contre une prison, nous. On ne peut pas aller voir le gouvernement, donner nos gars, nous on va les emprisonner. Donc, on est obligé de nous adapter. Mais la question, ils ne sont que les victimes d'un système. Et ce système-là qu'il faut corriger. Et c'est pour cela que nous battons pour corriger ce système-là. Ce que vous dites là, bon, nous n'avons pas ces éléments-là, mais si vous les confirmez, c'est grave. C'est grave. Effectivement, nos médecins ont dit qu'il y a une épidémie de tout, mais ils ne savent pas encore quelle est la nature exacte de cette tout, puisqu'il n'y a pas eu de traitement de diagnostic pour établir. C'est ce que les médecins nous ont dit. Bon. Mais, vous savez, c'est tout ça. Dans certains pays, le nombre de prisonniers diminue. Chez nous, ça augmente. Et parfois, des prisonniers d'opinion. C'est ça qui est le problème, des prisonniers d'opinion. Des gens qui disent « je ne suis pas d'accord ».